Rencontre à Paris entre Olivia Siné et Gérald Ben Merzoug, guide spirituel qui nous parle de présence, de conscience, de la réalisation du soi et d'éveil. Mais au fait, Gérald, c'est quoi l'éveil ? Bonjour Gérald. Salut. J'ai beaucoup vu des vidéos de toi et de Pierre, enfin Pierre et toi, qui parlaient de l'éveil, de spiritualité, de ce que tous les chercheurs spirituels, entre guillemets, cherchent à atteindre, bien que j'ai compris en regardant vos vidéos qu'il n'y a rien à atteindre, qu'on est déjà ce qu'on cherche, etc. Et j'ai eu envie de faire cette interview parce que je pense que... Enfin voilà, moi c'est arrivé à un moment donné sur mon chemin où je pratiquais depuis longtemps... J'étais dans une voie traditionnelle et je me suis... Ouais, je crois qu'il y a eu un déclic à un moment donné de se rendre compte que il y a la pratique, mais la pratique finalement te fait continuellement, te renforce continuellement une forme d'ego spirituel, enfin si je devais mettre un concept dessus. Ou en tout cas moi c'était l'impression que j'avais, c'est que finalement il y a toujours le personnage en fait. Donc voilà. Alors du coup pourquoi j'ai voulu te rencontrer, c'était aussi pour j'ai envie de porter le message que j'ai découvert à travers les vidéos de Pierre et toi. Et la première question que je voulais te poser, pour les gens qui ne te connaissent pas, ça serait de te présenter. Voilà, mais effectivement, c'est une question auquel on peut pas... J'entends bien. Il y a deux niveaux de réponse, j'ai envie de dire. Et donc il y a le niveau dualité, où tu es Gérald, qui a eu pendant quelques années... Une quinzaine d'années. Voilà, je te laisse dérouler du coup. Alors, pendant une quinzaine d'années, donc ce qu'on appelle en Inde une sadhana. Donc, sadhana, ça a plusieurs significations, parce que les gens disent toujours que c'est discipline spirituelle. Ça ne signifie pas que ça signifie aussi accomplissement, réalisation, et bien d'autres choses. Hein. Je ne suis pas un grand érudit, mais ça, je le sais. Donc, ça a duré une quinzaine d'années. Ce qui est important aussi, je pense, à savoir, c'est que c'est venu spontanément. Ça veut dire que je ne me suis pas posé des questions avant, que j'allais suivre une sadhana plus tard. C'est venu un jour, ça s'est imposé à moi. J'avais lu 2-3 bouquins, je les ai vite fermés aussi, parce que en fait j'avais l'impression que c'était, je ne sais pas à tort ou à raison, j'en sais rien, mais que c'était l'expérience des autres, c'est-à-dire un témoignage en fait qui passait dans des bouquins, et que c'était pas le mien, d'accord ? Donc je me suis mis à pratiquer. Et là, cette sadhana a duré une quinzaine d'années avec tout un tas de pratiques. Mais on ne pourrait pas s'étaler trop dessus parce que c'est vraiment très très long. Notamment, il y en a une partie que tu expliques dans les vidéos que vous avez fait avec Pierre. Grosso modo. Voilà. Alors, c'est vrai, plus versé vers une influence quand même indienne, parce que c'est quelque chose qui m'interpellait aussi. Donc voilà. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de lire des textes de la plupart des religions, des philosophies, et de les étudier un peu. Voilà. Donc je ne suis pas resté cantonné dans l'hindouisme. Je ne suis pas resté cantonné là-dedans. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait cet élan d'aller pratiquer, faire des choses? Il n'y avait pas de questions en fait, c'était déjà dans quelque chose de l'ordre de la spontanéité. C'est justement là le truc, c'est que pour expliquer comment se fait-il ou qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu l'élan, on ne peut pas l'expliquer. On ne le sait jamais en plus. Je ne savais pas qu'il allait y avoir un élan pour ça. Et c'est venu spontanément et ça s'est vraiment imposé à moi et comme quelque chose de naturel, tout aussi naturel, tu vois, que de boire un café ou un verre d'eau. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème, c'était fluide et il y avait une joie, mais indescriptible, vraiment. Une joie à faire tout ça. Toi, t'es pas passé par un chemin de souffrance Si, j'en ai eu aussi. J'ai eu aussi, tu vois, des pathologies quand j'étais plus petit, tout ça. Si, j'ai eu 1 ou 2 opérations, des choses comme ça, qui n'étaient pas évidentes des fois, qui étaient assez conséquentes. J'ai failli, entre guillemets, quitter aussi ce corps physique quand j'étais plus jeune, lié à une pathologie assez lourde à l'époque. Mais bon, ça m'a pas empêché, ça n'a pas empêché de... Ce que j'ai retrouvé surtout dans le témoignage que tu fais, c'est quelque chose de très évident, très spontané, très fluide, qui n'est pas le chemin de la plupart des gens. J'ai envie de mettre un peu tous les chercheurs, ceux que je rencontre, ceux avec qui je discute en ce moment, c'est plutôt... alors les grands concepts comme l'amour, atteindre l'amour, etc. Donc ça peut être, j'ai envie de dire, le début du chemin où on a envie d'arrêter de souffrir. Enfin voilà, on a envie de plus sortir, donc on cherche un état de bien-être. Et donc là-dessus va se ramener une pratique ou la méditation. Et il y a un moment donné, est-ce que tu es d'accord avec moi, il y a quelque chose qui fait que si on cherche finalement l'éveil, qui est
la sortie de la souffrance, enfin Oui. la fin de la Oui, souffrance, on va le dire la comme fin ça, du film, pourquoi la méditation, les pratiques spirituelles, etc. peuvent être, à un moment donné, le frein ou ce qui finit par bloquer, en fait, ce qui finit par te bloquer. C'est très simple. Les pratiques, quelles qu'elles soient, de toute façon, elles peuvent finir par bloquer le cheminant, le chercheur spirituel, à partir du moment où il s'identifie à la pratique. C'est-à-dire à partir du moment où il s'identifie en tant que personnage. C'est-à-dire, voilà, il y a un méditant, il y a un chercheur spirituel. Mais ça, c'est une identité. C'est une casquette à un moment donné. Et la plupart des chercheurs spirituels passent par cette étape-là. Sauf qu'ils ne la voient pas. Ils ne la voient pas et ils pensent que c'est totalement juste. Bien sûr que ça l'est dans l'absolu, que c'est juste. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, ça amène une illusion. Et ils pensent que c'est presque une fin en soi, la pratique spirituelle. Or, tout ça est une illusion. Il y a des gens qui n'ont aucune pratique, et j'appuie bien là-dessus, parce que beaucoup de gens pensent qu'on est obligé de passer par là. Et j'en connais qui n'en ont aucune, et ça ne les a pas empêchés à un moment donné de s'éveiller. Donc, il ne faut pas dire que c'est une obligation de passer par une pratique spirituelle. Mais, si elle vient, justement, à travers cet élan du cœur, on la suit, quoi. On suit cette pratique, on suit ces pratiques même. Et elles vont être, quelque part, entre guillemets, dans le relatif, plutôt salutaire, avec des hauts et des bas. J'entends par des hauts et des bas, il y a des moments où la pratique spirituelle, elle t'amène dans une confusion totale, mais totale, parce que tu ne sais plus où t'en es. C'est juste, c'est bon, mes maîtres ont transmis ça, est-ce qu'ils avaient raison, pas raison. Bref, et voilà, et ça en fait partie, ça fait partie du, justement de ça. C'est comme si tout tombait. C'est comme si à un moment donné, il y a un truc de mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je suis en train de suivre une lignée qui n'est pas la mienne, je ne la remets pas en question. On m'a dit ça et finalement c'est plus juste pour moi. Est-ce qu'il y aurait, j'ai envie de dire, un conseil, quelque chose? Tu parles souvent de suivre son intuition ou l'élan du cœur. Tu parles de l'élan du cœur, mais ça aussi, est-ce que... Qu'est-ce qui serait un conseil ou le conseil que tu donnerais à des gens qui, justement, sentent bien qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus juste dans leur pratique et en même temps qui ont envie de continuer de manière sérieuse? Parce qu'on est aussi dans combien je m'implique dans mon chemin spirituel. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, quel serait le conseil, finalement, s'il fallait garder une chose? Mais tu disais, parce que prendre conscience que c'est pas m'aligner à un moment donné. Ouais. Et ça peut aussi être, entre guillemets, dans le relatif, quand même t'aligner et avoir à un moment donné un passage de doute, tu vois, ou d'incompréhension, ou de questionnement. Donc ça fait partie des choses qui viennent spontanément. Même toi-même, tu décides pas de te questionner comme ça. Ça vient au moment où tu t'y attends pas. Donc c'est pas toi qui décides de ça, quoi. Tu vois. Bon. Et non, je te demandais le conseil. Du coup, tu l'as pas donné. Alors, le conseil, je ne sais pas quel conseil on pourrait donner. Tu parles de suivre l'élan du cœur. Déjà, il faut savoir comment ça se manifeste, en fait, cet élan du cœur. Parce que les gens me disent que ça devient confus, parce qu'entre le mental, l'ego, le cœur et tout ça. Le cœur, il y a quand même une évidence, c'est que quand il y a un élan du cœur, il n'y a aucun doute. Mais vraiment, je dis bien, tu n'as pas de questionnement, tu n'as pas de doute. 2 secondes après, il peut y avoir... Ce que tu disais, c'est que l'élan du cœur, ça peut être juste maintenant. Exactement. Et c'est toujours maintenant, l'élan du cœur. C'est toujours maintenant. Il n'y a pas de projection. Maintenant, c'est plus OK. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, dans une nanoseconde, à un moment donné, l'élan du cœur lui dit, tu tournes à droite, et c'est évident pour toi, ça s'impose à toi, il n'y a pas de questionnement. Et puis une seconde après, il va te dire, tu tournes à gauche. Après, tu tournes à gauche. L'élan du cœur, c'est ça. Si on reste vraiment dans le maintenant... Quand il y a cette fameuse expression, elle est pas de nous, mais je veux dire, voilà, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que lui, il participe pas, il passe pas à travers un filtre conceptuel, mental, égotique, tout ce que tu veux, le cœur. Le cœur, c'est, voilà, ça émerge spontanément comme ça, une espèce de truc qu'on ne peut pas définir. D'abord, c'est indéfinissable. Il y a plein de gens qui ont essayé, plein de sages qui ont essayé d'expliquer. Ils ont mis des beaux mots, ça a été très poétique. Mais on ne peut pas, en fait. Tu ne peux pas, à un moment donné. Il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Il n'y a aucune langue qui peut expliquer. On ne peut pas définir. On ne peut pas définir l'éveil, le soi. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Pour en revenir, donc du coup, voilà, suivre cet élan du cœur et... pratiquer si on a envie de pratiquer, lâcher la pratique si on a envie de lâcher la pratique et aller, j'ai envie de dire, le plus honnêtement dans chaque recoin de soi-même. Il faut aller jusqu'au bout. Tu vois, c'est ça. C'est ce qu'on appelle aller jusqu'au bout. Vraiment. Parce que souvent les gens nous posent des questions, qu'est-ce que vous entendez par aller jusqu'au bout? Ne pas à un moment donné, dès qu'il y a une peur qui surgit, un stress, une angoisse, une appréhension, tu vois, il peut surgir plein de choses, de la mélancolie ou autre. Regardez ça jusqu'au bout. N'essayez pas de tenter de vous voiler la face, d'avorter l'expérience. Allez jusqu'au bout. Ça fera remonter forcément des souffrances, des incompréhensions. Mais pour moi, c'est ça qui n'est pas clair. C'est que d'un côté, tout ce qui va être servi par le mental, si je commence à regarder cette souffrance, ça va être faux.
Oui. Et d'un autre côté, là, ce que j'entends, c'est que tu me dis d'aller jusqu'au bout. Mais Oui. tout ce qui sera dit et qui va émerger finalement du mental, ça va être une espèce de grosse soupe de mensonges qui va mélanger au passé, à l'illusion du futur. Petit rectificatif. Même le mental, qui est un outil uniquement fait, quelque part, d'histoire conceptuelle et autres, participe quand même, c'est quand même un outil, participe quand même à, j'allais dire, une certaine compréhension dans le relatif. J'entends par là qu'il permet de pointer des choses. D'accord ? Mais lui-même, le mental ne peut pas se réaliser. Tout à fait. On est OK ? Pourquoi ? Parce qu'il est sans cesse en fluctuation. S'il est sans cesse en fluctuation, c'est qu'il est impermanent, c'est que c'est un objet. Donc il ne peut appréhender que des choses impermanentes, donc limitées. Voilà, il est fini en fait. OK ? Donc ce n'est pas une question de faux. Ce n'est pas qu'il est faux. Ça, c'est une interprétation humaine et conceptuelle. C'est qu'il faut arriver à discerner en fait ce qui est mental, pensée, structure de pensée, tout ça, et ce qui est l'élan du cœur. C'est entre les deux là que ça se passe, que ça se joue. Il y a un discernement, il y a quelque chose de très fin, de subtil à comprendre. Mais dans cette observation du mental, le mental, c'est aussi la conscience en fait. Tout est la conscience. Tout est la conscience. Mais le mental émerge au sein de la conscience, finalement, bien sûr. Même mon mental qui soi-disant me raconte des bêtises, etc., c'est la conscience qui se joue elle-même de se raconter des bêtises. Donc ce mental qu'on met, cet ego qu'on met de côté, alors ça c'est de l'ego, ça c'est de la conscience, ça c'est de l'ego, ça c'est de... Finalement, de le regarder et de voir que ça aussi, en fait, finalement, c'est... Mais là, je suis encore... Finalement, même quand je le regarde comme ça, je suis encore dans l'ego qui fait de la dissociation. Il y a une dissociation. Parce qu'il y a encore un espèce de... Ça cherche, à un moment donné. Ça cherche ce truc. Mais évidemment, si on répondait à partir d'une autre perspective, effectivement, tout ce qui est mental, ego et tout le reste, c'est la conscience. Certains vont dire c'est Dieu, c'est l'absolu, c'est le soi, peu importe. Mais bien sûr. C'est tout. Il n'y a pas d'en dehors. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'en dehors. Mais à partir de là... Pourquoi, même en ayant cette compréhension qui reste une compréhension, pour moi en tout cas, qui est mentale, il n'y a pas ce que les éveillés aujourd'hui en France appellent le basculement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que, même quand on a cette compréhension qu'on accepte tout, on accepte, j'ai pas envie de dire on accepte, mais ok, tout est la conscience au final. Je parle avec toi, je me parle à moi-même. C'est la même chose. Tout ce qui est dans cette pièce est exactement la même chose que C'est la conscience. Et qu'est-ce qui, finalement, fait que je crois que j'y suis pas encore. C'est justement ce que tu viens de dire, tu viens de mettre le mot. C'est justement une croyance. Une croyance de non-complétude, d'imperfection, etc. Et de voir à un moment donné cette perfection quelque part dans l'imperfection, à l'extérieur. C'est-à-dire, quand à un moment donné on est trop dans une approche où on va considérer par exemple Dieu à l'extérieur, forcément, il y a quand même une forme de dissociation. Tu vois, Dieu, le soi, alors que il n'y a rien de prétentieux là-dedans. C'est tu es Dieu, tu es la conscience, tu es l'absolu. Ça ne change. C'est comme ça. Je sais que ça peut être dérangeant à un moment donné. Il peut y avoir des parties. Alors ça fait partie aussi des fois de l'instruction qu'on a pu avoir, de ce qui nous a été transmis aussi, familial, amical. Pas forcément judéo-chrétien, parce que... Dieu est à l'extérieur et j'attends... Les chrétiens, ils entendent ça, ils vont pas être très contents. C'est plus, des fois, c'est plus catholique que juif. Bon, catholique. Les juifs, c'est différent, là, c'est pas du tout comme ça. Mais on a eu l'habitude de dire souvent judéo-chrétien, mais Dieu est celui qui vient me punir. Enfin, Dieu est le Père qui... Oui, parce qu'en même temps, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je veux dire, les textes, ils ont été écrits quand même à une certaine période. Je veux dire, ça correspondait aussi à l'ambiance de l'époque. Enfin, je veux dire, tu peux pas... C'est comme ça, quoi. Ça retire en rien au côté sacré. Oui. Voilà. Et au fait de se mettre en route, surtout. Bien sûr, ça retire en rien. Se mettre en route. Ah oui, naturellement. Et puis de toute façon, pointer dans la bonne direction. Ah mais tout pointe en fait. C'est ça qui est très drôle, c'est que les gens quand ils parlent par exemple du mental, ils s'imaginent que ça pointe pas. Mais si, justement parce qu'à force à un moment donné d'être hyper focalisé avec le mental et que tu vas déclencher quelque part une souffrance, tu vas souffrir de plus en plus, tu vas essayer de chercher un endroit, un lieu que tu trouveras jamais, mais où il n'y a pas souffrance et tu ne peux le trouver qu'à l'intérieur de qui tu es. Mais il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. Voilà. Partout. Et donc cet intérieur dont on parle plus de la conscience en fait. Tu vois, intérieur, c'est ça quand on dit, c'est ça en fait. Donc tu vas essayer de chercher, tu vas te retourner en fait, tu vas faire un retournement, d'accord, et non pas comme ça, parce que là c'est les objets d'essence. Donc tu captes les objets d'essence. Et là il y a une espèce d'intériorisation en fait, d'accord, voilà. Et il y a une notion aussi que je trouve assez délicate, c'est
quand on chemine, on arrive à un moment donné où on entend beaucoup « tu n'es pas ce corps, tu n'es pas ce mental ». Oui. Ça, c'est quelque chose qui... Mais tu es... Enfin, c'est presque quelque chose... Enfin, je pense que j'ai du mal à dépasser ça. Enfin, Dans quel sens tu as du mal à le dépasser, ça? Parce que, pour moi, tu es aussi ce corps, ah, tu oui, es bien aussi sûr. ce mental. Naturellement. Mais oui, mais il y a quelque chose comme dans cette phrase du oui. tu n'es pas ce corps, tu n'es pas ce mental. Après, il faut voir, parce que ça participe aussi à des écoles de pensée. Ouais. Je veux dire, elles n'ont pas tout... Le but, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de but en vérité, à atteindre, mais je veux dire, c'est le même pour tout le monde, c'est la réalisation. Oui. Le truc, c'est qu'après, il y a une infinie d'approches, de nuances, après vous dites des couleurs, tout ce que vous voulez. Par personne, il y en a une par personne. Oui, mais il peut y avoir multiples aussi, tu vois, c'est assez particulier quand même. Donc du coup, forcément, tu as aussi des écoles à un moment donné qui vont dire, le mental, c'est ceci, le truc, c'est là. Et d'autres, ils vont te dire, l'ensemble de tout ça, c'est toujours le soi. Enfin bref, tu vois, chacun va le dire à sa façon. Oui. Et ils ont tous quelque part raison, personne n'a tort. Oui. Quoi, tu vois, même raison, ça veut rien dire. Mais le mental, le corps, l'ego, tout ce que vous voulez, aussi illusoire soit-il, font quand même partie du soi. Ça fait partie du soi. Ça émerge au sein du soi, quoi. Et donc, il n'y a rien à rejeter. À partir du moment où il y a un rejet ou une croyance de rejet, parce que c'est plutôt une croyance, en vérité, on ne rejette rien. Oui. Parce que quand tu pars de la perspective, je vais dire le mot comme ça, de la perspective du soi, de la conscience ne rejette rien, elle est tout. Mais nous, par contre, on peut avoir dans notre cheminement de compréhension l'impression ou la croyance qu'on rejette, ou la croyance qu'on saisit les pensées, qu'on s'approprie les pensées. Tout ça, c'est une illusion. On se voit faire en plus. Bien sûr, mais on se voit jouer ce jeu en plus. À partir du moment où on se voit faire, de toute façon, c'est pas rejeté. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Rien n'est rejeté de toute façon. Et quand on est dans la croyance que l'on rejette, voilà, en vérité, ça, quelque part, ça, bien sûr, c'est vu. Et en plus, ça peut créer éventuellement, une forme de dualité à un moment donné, parce que c'est comme si tu dissociais. Tu vois, tu peux pas dissocier la conscience, c'est pas possible. Elle est tout. Donc c'est pas, on n'en prend pas une partie, puis le reste on dit ah bah non, c'est pas la conscience, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a presque plus de questions, tu vois, quand on discute là avec toi. Pour moi, c'est presque difficile de il y aurait quelque chose qui aurait envie de se poser et de faire silence. Et en même temps, je me mets dans le... j'ai eu plein de questions qui peuvent émerger au cours de la journée, même dans les gens que je rencontre. Il y a quand même... On joue le jeu quand même, ça joue le jeu. On est dans le relatif quand même aussi. On est dans le relatif. Et qu'est-ce que c'est, si tu devais définir ce que c'est que la réalisation, comment tu la définirais? Parce que finalement, on dit on cherche tout ça. Mais qu'est-ce que c'est? Tu sais, la réalisation, on peut donner plein de définitions et plein d'explications. C'est déjà sortir j'allais dire, s'extraire entre guillemets, comment je pourrais dire ça, de ce qu'on appelle l'illusion de la temporalité. À partir du moment où tu es conscient que la temporalité en fait n'existe pas, donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que maintenant, et ce maintenant, il est indéfinissable. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien dans l'expérience directe, là, maintenant, quand est-ce que ça démarre maintenant, quand est-ce que ça finit, tu ne trouves pas? Non. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de début ni de fin. Dans ton ressenti intérieur, tu n'arrives pas à localiser, c'est pas localisable. Donc à partir du moment où tu arrives à conscientiser totalement qu'il n'y a pas de temps, pas de passé, pas de futur, et qu'il n'y a que maintenant en fait qui est authentique, d'accord? Voilà, il y a réalisation automatiquement. Mais il y a déjà réalisation, même si tu ne te le dis pas, même si tu ne le vis pas, ça. Parce que ta nature, c'est d'être parfait et réalisé, totalement réalisé. Après, les choses se révèlent à travers tout un tas de choses. Ça passe à travers tout un tas de choses relatives, matérielles et autres, subtiles aussi. Et subtiles aussi, oui. Donc, finalement, il y a, dans ce que tu dis, il n'y a pas grand-chose à faire si on est déjà là et maintenant et réalisé. Et pourtant, il y a l'illusion qu'il y a quelque chose à faire pour retrouver son état naturel. Ça, c'est normal, parce qu'on passe quand même par un plan de manifestation, d'accord, du soi, qui est ce monde relatif. Donc, à un moment donné, on a aussi un corps physique, donc un corps, entre guillemets, relatif, et il fonctionne dans ce monde. Donc, on finit par s'identifier à tout un tas de choses. Okay, donc, c'est normal.
Et c'est le jeu, c'est la conscience qui le choisit comme ça aussi. Bien sûr. Elle bien choisit sûr. de le vivre comme ça. Elle met tous les scénarios en place. Pierre, il parle de paquets cadeaux qui se Elle met tout en dévoilent. place. Oui, on peut le dire comme ça. On peut aussi le dire dire comme ça. Bien sûr, on peut le dire comme ça. C'est ça la levée des voiles. À un moment donné, on a des états de compréhension qui durent ou qui ne durent pas parce qu'on peut se raccrocher à sa propre existence, au temps, etc. Donc hop, on repart dans le personnage, entre guillemets. Et toi, tu parles de lever les voiles et d'user les voiles. Oui, comme le disait Manon Damailly, d'ailleurs, c'est pas de moi, mais la première fois que j'ai lu ce petit passage, je fais « mais bon sang, mais c'est ça, quoi ». Et une fois qu'il est usé, il revient plus. Il est tellement usé que... Donc il là, c'est plus un glissement progressif, j'ai envie de dire. Bah, après, on peut mettre tous les mots que l'on veut, mais ça signifierait surtout que tu as tout vu, en fait. Tu vois, comme le faisaient ce qu'on appelait les premiers sages indiens, les rishis. Ça veut dire ceux qui voient, les grands voyants, entre guillemets, mais pas la voyance, mais voilà, ceux qui voient tout. Tout est vu. Et à partir du moment où tout est vu par ceux qui voient tout, d'accord, il n'y a plus rien à voir. Bien sûr. Donc forcément, il n'y a plus de voile. Les voiles d'illusion ne sont plus là. En vérité, quelque part, ils n'ont jamais été là. Et donc ça fait partie justement de l'expérience de l'incarnation, que de conscientiser dans cette dualité. Puis en fait, la Maya n'a jamais été là. Et tout ça fait partie justement de l'expérience. Donc ça détend. Je voulais poser quand même une dernière question, parce que c'est une question qui est très récurrente, que tout le monde te pose, c'est la question du choix. Mais t'es rendu compte d'une chose, et ça me fait quand même vachement rire quand vous l'expliquez, c'est tu ne choisis rien. Dans la dualité, on a la sensation de choisir. Mais en vérité, quand j'ai un choix entre thé ou café, je vais avoir l'émergence d'un coup de me dire ça va être du thé. Mais c'est pas moi qui ai eu cette idée qui est apparue. Donc d'où vient cette idée qui apparaît? C'est justement ça le truc, c'est qu'elle est pas localisable, cette idée. Enfin, le mot idée que tu mets, c'est quelque chose de total. Tout ça, c'est irrationnel. Et l'élan spontané de la manifestation, justement, tu peux pas savoir quand ça va arriver, sous quel thème ça va se présenter, quelle forme ça va prendre, quel aspect, etc. Mais par contre, ça s'impose littéralement à toi. Donc là, tu sais intimement, parce que c'est quelque chose d'intime, ça se passe vraiment profondément, tu sais que tu décides de rien de toute façon, qu'il n'y a rien à décider. Montre-moi le processus jusqu'au bout. Et justement, quand on parle du fameux processus, et que l'on dit aux gens, souvent on le dit d'ailleurs dans les satsangs, quelle est la prochaine pensée que tu vas avoir, personne n'est capable de dire « Ah ben je vais avoir cette pensée ». Personne ne peut le dire, parce qu'elle émerge aussi spontanément, et c'est comme ça pour tout. Mais par exemple, si je choisis de faire un voyage... J'ai l'idée du voyage, effectivement, où quelqu'un m'en parle, mais c'est moi qui choisis au final de prendre mon billet d'avion ou pas. Non, ça c'est le personnage qui fait croire que... Le personnage du quotidien auquel on est identifié, c'est normal en même temps que tout ça soit tellement... nous paraît tellement intense et confus qu'à un moment donné, on se dit, oui, effectivement, c'est moi. Mais quand on parle du moi, il faut savoir de quel moi on parle. Et souvent, on parle on va le dire parce que beaucoup de gens disent comme ça, du petit moi, qui a une identité, qui est limitée, qui est enfermée à un moment donné dans un découpage, une délimitation de corps, entre autres. Et du coup, c'est lui qui parle, qui dit « j'ai choisi ceci, j'ai choisi cela ». Non, il n'a rien choisi du tout en fait. Parce que l'idée n'émerge pas, elle émerge, elle émerge. Elle émerge d'elle-même, spontanément, d'elle-même. La réponse aussi émerge d'elle-même. C'est la même chose. Donc finalement, il n'y a plus qu'à se détendre et suivre le processus. On est au cinéma et il y a juste à sourire. Il y a simplement à laisser faire. Mais c'est même ce laisser faire, c'est pas toi qui le décides. Il se fait, ça se fait. La vie à travers toi. La vie est comme ça. Elle est déjà, la vie, c'est déjà la paix, la sérénité, etc., la tranquillité. Et voilà, c'est déjà là, comme ça. C'est déjà comme ça. Exactement. À l'intérieur, là, cette discussion, cette conversation, c'est la vie qui veut se vivre comme ça dans cette conversation. Exactement. En émergeant au sein de la conscience spontanément. Si là, tu n'es plus identifié à une personne qui pose des questions et à une personne qui répond, tu verras que c'est que du sans forme. Donc, il n'y a pas de forme spécifique. Il y a une forme à partir du moment où on passe par quelque chose qui identifie ça, c'est-à-dire par les 5 sens, parce que c'est aussi des filtres à un moment donné, etc. Mais ça fait partie quand même de l'expérience. Et après, on rigole. C'est tout ce qui reste à faire. Hein. Après, il n'y a plus que ça. Bon, j'espère que cette vidéo, elle peut être utile pour quelques personnes à faire un pas de plus ou un pas de moins, je ne sais pas. Ou aucun pas. Ou aucun pas, voilà, parce qu'il n'y a aucun pas à faire. En tout
cas, c'était un plaisir d'échanger très spontanément et rapidement sur ce sujet. Écoute, merci à toi. Beaucoup.